Bonjour, la future réforme des retraites, un débat, deux conceptions et des explications, c'est tout de suite dans Dimanche en politique avec Laurent Pietraszewski, ancien député du Nord, devenu en décembre secrétaire d'État chargé des retraites. Bonjour. Bonjour Véronique Marchand. Et Adrien Quatennens, toujours député du Nord, numéro 2 de la France Insoumise et en charge des retraites pour son parti. Bonjour. Bonjour. Alors après 8 semaines de conflits et de grèves, le texte du gouvernement a été présenté vendredi en Conseil des ministres, assorti de la fameuse étude d'impact. Le texte va donc être bientôt, mi-février, discuté au Parlement avec pour objectif une publication officielle cet été. Qu'est-ce qui a été modifié pour que certains passent de la contestation à l'approbation? Qu'est-ce qui est ou n'est pas négociable? Qu'est-ce qui reste flou? À vous, messieurs, de rendre compréhensible un sujet technique et qui concerne pourtant 100% des citoyens dans cette émission enregistrée hier matin. Alors on commence par la philosophie du projet. On n'a pas beaucoup de temps, Laurent Pietraszewski, alors on ne va pas tourner autour du pot. On laisse les éléments de langage de côté et on le dit clairement, le projet a pour but de faire travailler les Français plus longtemps. D'après un sondage Elab pour BFM qui a été publié jeudi, 61% des Français demandent à Emmanuel Macron de tenir compte de la contestation et de retirer le texte. Pourquoi le pouvoir que vous représentez ne veut-il pas entendre qu'une grande majorité des citoyens ne veut pas travailler plus longtemps? Véronique Marchand, le texte, il a pour but de redistribuer aux 40% des futurs retraités les plus vulnérables. Vous ne pouvez pas passer sous silence cette dimension qui est la dimension essentielle du texte. Pourquoi nous portons ce projet de justice sociale? Pour les futurs retraités qui vont percevoir moins de 1 400 € de retraite. C'est ça notre objectif, c'est notre objectif politique et de société. Adrien Quatennens, êtes-vous d'accord avec cette présentation de la philosophie du projet? Il va sans dire que non, mais pour une raison que tout le monde comprend, c'est que depuis 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a l'habitude que des réformes que moi je juge antisociales soient bien emballées, avec un maquillage qui, somme toute, est assez alléchant. D'ailleurs, Laurent Pietraszewski, avant d'être à sa responsabilité de secrétaire d'État, avait été rapporteur, souvenez-vous-en, de la loi des ordonnances travail. Aujourd'hui, il est en charge de faire en sorte qu'advienne une règle commune, un régime universel, comme on nous dit, pour toutes et tous, et qu'on arrête avec ces horribles régimes spéciaux. Mais s'agissant du Code du travail, une règle commune, précisément, qui s'appliquait à tous, il s'est agi en quelque sorte de créer autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises. Donc moi, je considère d'abord que l'universalité dans la bouche de ce gouvernement n'est qu'un alibi. Évidemment, si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français et leur avait dit « Écoutez, comme je ne consens pas à l'idée de mieux répartir la richesse produite, vous allez devoir travailler toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé », je crois qu'il y aura encore plus que 61% des Français qui seraient opposés à cette réforme. Mais vous avez raison de dire qu'après plus de 50 jours de grève, les Français n'en veulent pas, parce que si le gouvernement considère que le temps joue en sa faveur et que la grève va s'user, il y a une chose qui est très claire, c'est que les Français comprennent que travailler plus longtemps n'est pas du tout inéluctable pour financer nos retraites. Désaccord sur la philosophie donc. Sur la question du financement des retraites, le gouvernement ne veut pas que ce poste de dépense, les retraites, dépasse 14%. Et même dans le projet, il est question que ça ne dépasse pas 13,8, puis 13,5, bon, vous nous préciserez ça. En fait, c'est un choix de société que pose la question de ce projet de réforme. C'est le sens du travail, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la manière dont notre société considère la vieillesse. Pourquoi 14%? C'est trop. Allez, faisons vite quelques éléments de réponse à Adrien Quatennens qui a enchaîné un raisonnement logique, en tous les cas en apparence. Redisons les choses clairement. Il y a 42 régimes différents de retraite. Ah non, vous êtes revenu en arrière sur les régimes spéciaux. Non, je dis un mot et je vous réponds. Il y a 42 régimes de retraite différents. La réalité, c'est qu'il y a une inégalité devant la retraite des Français. C'est en cela que nous créons l'universalité que vient d'évoquer, et je remercie Adrien Quatennens d'avoir souligné qu'il y avait une dimension d'universalité dans ce que nous proposons. Alors, vous posez la question, mais vous avez déjà souligné le mot universalité, et je crois que c'est important que vous l'ayez dit. Disons un mot des éléments de financement, c'était votre question. L'étude d'impact est très claire, elle présente une trajectoire, ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire, qui s'exprime en pourcentage du produit intérieur brut. De la richesse nationale annuelle. La richesse nationale annuelle, vous avez raison. Eh bien, cette trajectoire, nous avons rappelé
nous faisions cette transformation de retraite, les retraites à enveloppe constante. Mais pourquoi? C'est ça. Ma question, elle porte sur la philosophie. Pourquoi voulez-vous que ce soit à enveloppe constante? C'est votre choix de société. C'est parce que nous ne faisons pas d'économie. Et c'est la différence. C'est la différence qu'il y a entre la transformation de société que nous portons et les réformes budgétaires techniques qui ont pu être faites précédemment, puisque celles-là, elles étaient budgétaires. Qu'on vous comprenne bien, Monsieur le Ministre, qu'on vous comprenne bien, vous voulez diminuer la part du financement des retraites dans la richesse nationale. Moins d'argent pour les vieux. C'est intéressant, votre façon de lire le sujet, mais ce n'est pas exact. Voilà, au moins, vous allez me répondre. Ce n'est pas exact. Prenons la réalité. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les 10 dernières années? D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous suivent en ce dimanche à aller sur le site du COR, du Conseil d'orientation des retraites, conseil indépendant, ils pourront le vérifier. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous avons, dans les 10 dernières années, vu 2 millions de Français devenir retraités en plus. Nous avons vu les pensions moyennes augmenter de 20%, et tout cela en restant sous la part, de 14% du produit intérieur brut. Pourquoi? Parce que cette richesse nationale, elle se développe, et elle se développe plus vite que le besoin financier pour avoir de bonnes retraites. Adrien Quatennens, votre réponse là-dessus sur est-ce qu'on doit se contenter de 14% et voilà, vous faites un autre choix de société, vous. On va parler de l'étude d'impact, mais l'étude d'impact dit. On va y revenir tout à l'heure. Elle dit précisément que même la part du PIB consacrée aux retraites va baisser. Bon, tout ça est un peu PIB, technique. C'est le produit intérieur brut. Jusqu'à présent, en tout cas, et ça aussi c'est vérifiable. Même si notre système de retraite a déjà subi quelques coups de canif importants depuis quelques dizaines d'années, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on peut le vérifier, à peu près proportionnellement, on augmentait la part des richesses consacrées aux retraites. En disant en quelque sorte, comme ça a été dit par votre prédécesseur, le regretté Jean-Paul Delevoye, que 14% serait un plafond, eh bien, c'est une annonce d'un potentiel décrochage, puisqu'on peut anticiper que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter. Pour le dire autrement, le système par points, j'essaye de le résumer à grands traits, c'est de considérer que d'un objectif en quelque sorte comptable, budgétaire, la variable d'ajustement est la vie des gens à travers l'âge auquel ils partiront à la retraite. Moi, je pense qu'il faut pouvoir faire tout l'inverse. D'ailleurs, je déplore que depuis quelques mois, on parle de la retraite que comme d'un problème mathématique, une équation à résoudre. Non, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie. Et moi, j'en ai assez des discours. On a l'impression d'entendre des fichiers Excel et des calculatrices nous parler, alors qu'on parle d'un autre âge de la vie. Juste, si vous me permettez, pour être à peu près aussi long que notre interlocuteur, revenir sur quelques éléments que le ministre a dit. Sur les 42 régimes, moi, j'interroge toujours, je n'ai toujours pas trouvé ces 42 régimes. On a le gouvernement qui parle de 42, mais le corps parle de 23 ou 18, je crois, une vingtaine. On a l'impression quand même que dans les éléments de langage, Jean-Paul Delevoye a ajouté autant de lignes de régime qu'il avait oublié de lignes dans sa déclaration à la haute autorité. Vous revenez en arrière. En réalité, pour moi, cette affaire, c'est faire le pari que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration générale à de bons niveaux de pension. Et je crois que c'est un pari perdu et que les enquêtes d'opinion le montrent. Ensuite, un des arguments auxquels s'accroche souvent le gouvernement, c'est de dire, et vous auriez raison, nous avons été élus, Emmanuel Macron après tout a été élu, c'est incontestable, on pourrait discuter longtemps des conditions de son élection, et il avait un programme. Eh bien moi j'invite toutes celles et ceux qui auraient gardé le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, à le ressortir. Puisqu'en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, on parlait des retraites en ces termes. On disait « Nous ne toucherons pas, je le cite Emmanuel Macron, ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. » C'est un double mensonge, car précisément ce système par points va faire les deux. Oh, tout le monde a compris que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. Oui, chères Françaises, chers Français, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans. Mais il vaudrait mieux pas pour vous. Parce qu'avec le système de bonus-malus, vous allez être, si vous partez avant, les grands perdants. Donc moi, je pense au contraire que le système par points, en quelque sorte, est la solution de celles et ceux qui refusent l'essentiel, partager la richesse produite. Je m'arrête juste un instant là-dessus, Véronique Marchand, mais quand on apprend qu'il y a 42 milliards d'encours bancaires pour les 42 milliards d'encours bancaires pour un régime spécial des très riches dont on ne parle pas, les retraites chapeaux, 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires, etc., etc., une productivité qui a augmenté, moi j'interroge, Monsieur le Ministre, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin et ne pouvez pas vous consentir au fait que la richesse dans ce pays est très mal répartie et que la seule modalité que vous acceptez en quelque sorte, c'est que les Français travaillent toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas de mon point de vue sérieux, raisonnable, ni même désirable d'ailleurs. Oui, on entend bien. Pardon, Véronique Marchand, mais c'est vrai que la difficulté, je comprends et je connais la capacité d'Adrien Quatennens pour avoir été en proximité avec lui à l'Assemblée nationale, même si nous étions dans des groupes très différents, sa capacité à mener des raisonnements. Mais souvent, très souvent, quand il mène un raisonnement, il part d'un postulat où la première étape est erronée.
Premièrement, il nous dit qu'il n'y a pas 42 régimes. Mais si. Ah non, revenez pas sur les régimes spéciaux. Il suffit. Non, il y a 42 régimes différents. Agir Carco, monsieur le ministre, a été fusionné et vous les comptabilisez comme deux. S'il vous plaît, vous allez être trop technique pour nos téléspectateurs. Attention. C'est juste pour dire, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas toujours dire c'est faux. Il faut aussi donner des éléments factuels. Parce que ceux qui nous suivent. La question était pourquoi travailler plus longtemps? Alors nous y allons. En sachant, monsieur le ministre, que l'espérance de vie en bonne santé des Français, c'est grosso modo 63 ans. Pourquoi vouloir faire travailler les gens plus longtemps? Ça veut dire, quelque part, une forme de maltraitance institutionnelle. Mais, vous envoyez les gens à la retraite en mauvaise santé. Il ne vous a pas échappé qu'il s'était passé des choses dans la mandature précédente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la mandature précédente? Il a été voté par l'Assemblée nationale en 2014, ce qu'on appelle la loi Touraine, qui fait qu'en 2035, pour l'ensemble des Français qui nous suivent, la durée de travail, la durée d'activité sera de 43 années. C'est la réalité. J'invite tous ceux qui en doutent à aller sur Internet pour le vérifier. L'âge moyen d'entrer dans la vie active est de 22 ans, qu'on ait ou pas fait des études. J'invite tous ceux qui le doutent à vérifier cela. 22 ans plus 43 ans égale 65 ans. Donc, à votre question, Véronique Marchand, est-ce que le gouvernement est dans une dynamique qui est uniquement basée sur le fait de faire travailler plus longtemps les uns les autres? La réponse est non. Il est dans une dynamique qui vise à redistribuer aux plus modestes. Mais il dit aussi, parce que c'est un gouvernement responsable, qu'il faut que cela soit équilibré. Parce que moi, j'ai un engagement de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Et je ne veux pas leur laisser, 1, la dette du pays, 2, la charge de payer les pensions des futurs retraités. Vous dites, vous, le gouvernement, et vous, dites, les retraites ne seront plus financées d'ici 5 ans. Sur quoi vous vous basez? Non, c'est pas comme ça que le Conseil d'orientation des retraites s'exprime. Mais j'entends votre question et j'essaie d'y répondre. Le Conseil d'orientation des retraites dit il y a un déficit et ce déficit sera autour, prenons l'hypothèse médiane, de 12 milliards. Rappelons que le Conseil d'orientation des retraites n'est pas une instance ultralibérale. Il y a des représentants de tous les partenaires sociaux, CGT comme du MEDEF. Donc ces chiffres sont incontestables. Il manque 12 milliards et c'est l'objet de la conférence de financement que de réfléchir au retour à l'équilibre pour 2027. Sur ce constat, ou cette prévision de déficit? Sur le déficit, bon. On parle effectivement de 8 à 17 milliards selon le Conseil d'orientation, admettons, accordons-nous sur 12 d'ici à 2025. D'abord, il faut relativiser le poids du trou sur l'ensemble de ce que pèse la question des retraites. C'est 330 milliards d'euros, les retraites. Mais je ne vais pas biaiser avec le fait qu'il y a un déficit. Par contre, j'interroge sa provenance, si vous le voulez bien. Parce que souvent, on n'en parle pas. D'où provient ce déficit? Largement du fait qu'on se soit privé de recettes. Actuellement, notamment, il n'y en a pas de déficit. Non, mais il y en aura un potentiellement, selon les hypothèses du corps, à horizon 2025. Mais moi, j'interroge la nature de ce déficit. D'où provient-il? Il provient notamment du fait que les salaires des fonctionnaires soient gelés. Il provient d'une baisse de recettes. Il provient du fait qu'en quelque sorte, quand Emmanuel Macron poursuit une politique inefficace d'exonération sociale et fiscale, il creuse lui-même un trou dans la caisse. On connaît bien cette politique qui a été étudiée outre-Manche également, qui consiste en quelque sorte à creuser un trou dans la caisse, à attendre quelque temps que ça se tasse, puis à revenir derrière pour dire « Les amis, vous voyez, il y a un trou dans la caisse, il faudra donc faire des économies. » Moi, surtout, j'interroge, quand on voit l'importance de la richesse produite, ne peut-on pas imaginer que sa meilleure répartition, par la hausse des salaires et des cotisations, permette de financer le modèle de retraite? Mais surtout, le système actuel est accusé finalement de toutes les tares, alors que même s'il a déjà subi les réformes précédentes, il permet notamment que le taux de pauvreté des seniors en France, comparativement à nos voisins européens, est inférieur. Je voudrais juste un instant sur la notion de travailler plus longtemps. Moi, je vous ai dit mon désaccord, mais surtout, j'interroge l'efficacité de cette mesure. Travailler plus longtemps aujourd'hui en France, est-ce que cela fonctionne? Vous avez un actif sur 2 à l'âge d'arriver à la retraite qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez dans ce pays, Véronique Marchand, 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation, qui attendent de venir à la retraite. Donc je le dis à Monsieur le Ministre, en quelque sorte, travailler plus longtemps va avoir un impact, c'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans la vie active. Par conséquent, s'il s'agissait de combler un déficit, ce qui n'est pas, à mon avis, l'intention du gouvernement, en quelque sorte, eh bien, ce serait un transfert des caisses des retraites vers les caisses du chômage. Ça n'est pas sérieux. Laurent Pietraszewski, quand Adrien Quatennens dit la provenance du déficit, c'est en gros un manque de recettes pour les caisses de retraite, ça veut dire aussi que ce sont des cotisations qui ne rentrent pas assez. La piste de l'augmentation des cotisations, des salaires des femmes, une véritable égalité, elle n'est pas sur la table du gouvernement. Ouais, écoutez, elle est tout à fait sur la table. Un mot là-dessus. Le système actuel de retraite qui est injuste, pourquoi il est inégal et injuste? Les
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la vie active autour de 20%. Vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet pour les réduire et demande aux entreprises de faire des efforts. Non, mais ça fait 40 ans et ça n'arrive pas. Le système actuel de retraite, qui devrait être le reflet de la carrière, produit des pensions avec 42% d'écart entre les hommes et les femmes. Nous démontrons simplement que le système est injuste et qu'il contribue à augmenter l'écart. Ce que nous proposons, nous, c'est d'augmenter bien plus vite les pensions des femmes. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, non, mais c'est important parce que, en fait, là, on parlait de salaire et de cotisation sociale, pas encore de retraite. J'entends bien. Les cotisations, elles viennent d'où les cotisations? De l'emploi. Voilà. Qui a fait baisser d'1 million le nombre de chômeurs, d'1%, pardon, le nombre de chômeurs, et donc avec une dynamique de création d'emplois réelle depuis 2015, c'est vrai, d'1 million. Bien, et ce sont les derniers gouvernements qui se sont succédés. Donc nous voyons bien que nous avons là une volonté réelle, lorsque nous créons une politique efficace pour l'emploi, de faire rentrer aussi les cotisations dans le système. Et on termine là-dessus pour aborder l'âge pivot. Faisons, vous et moi, si vous le voulez bien, l'économie du simple comparatif entre le système actuel et le système que vous proposez, parce que je vais vous rassurer tout de suite, je ne défends pas non plus le statu quo et le système actuel. Moi, je crois effectivement qu'on a quelques problèmes dans le système actuel. Je considère par exemple que les gens partent déjà, de mon point de vue, trop tard et trop pauvres. Donc, c'est pas en tirant à feu constant sur le système actuel que vous pourrez finalement améliorer les conditions de notre débat. Moi, je considère effectivement que, s'agissant par exemple de l'inégalité persistante des salaires entre les femmes et les hommes, effectivement 22% que vous avez cité, vous devez savoir que si véritablement on faisait autre chose que ce que fait Madame Pénicaud, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'incantation et des vœux pieux, eh bien en réalité, solder cette affaire immédiatement permettrait de financer pour le court terme la retraite à 60 ans que par exemple nous proposons. Vous voyez, moi je considère effectivement que sur la question des retraites, l'objectif doit être la vie des gens. À quel âge vous semble-t-il décent de partir à la retraite si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé? Si on considère aussi qu'entre un cadre et un ouvrier, vous le savez, il y a 6 à 7 années d'écart d'espérance de vie. Qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a jusqu'à 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc effectivement, moi je considère que la dernière fois, Édouard Philippe nous a dit « Je suis prêt à entendre toutes les modalités de retour à l'équilibre », mais en fait, vous n'en acceptez qu'une, c'est que les Français travaillent plus longtemps. J'ai eu l'occasion de vous remettre ce document. Vous savez, ce n'est pas la révolution, mais ça permet le retour à l'équilibre avec des choix qui ne sont pas les vôtres. Faire en sorte, effectivement, que la vie des gens soit soulagée après une vie de labeur. Pas qu'on amène les gens à travailler toujours plus longtemps. Ça nous amène à l'âge pivot. Ça nous amène à la question de l'âge pivot qui, dans l'étude d'impact, évoque 65 ans en 2037 pour ceux qui sont nés à partir de 1975. Tout le débat initial a porté sur l'âge pivot de court terme. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a mis sur la table. Alors, le Premier ministre a dit on le retire provisoirement et on crée une conférence de financement, d'accord. Sauf que c'est un vrai faux retrait, cet âge pivot. Il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la conférence de financement. Si elle ne trouve pas de solution, on y retourne. C'est bien ça. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de construire un socle de solidarité qui soit durable. Le socle de solidarité, c'est le dispositif de retraite. Donc, le gouvernement dit deux choses. Un, les partenaires sociaux ont souhaité pouvoir prendre la main sur les conditions de retour à l'équilibre à court terme pour préparer le nouveau système de retraite universel. Le gouvernement a dit « OK ». Il y a cette conférence de financement qui va avoir lieu et qui va proposer, et on l'a dit, le gouvernement l'a dit, qui va proposer le retour à l'équilibre. Et si ce retour à l'équilibre passe par un cocktail de mesures qui sont le choix de ceux qui seront dans cette conférence de financement, eh bien, il sera repris par le gouvernement. Et ensuite, il y a, j'ai terminé, la notion d'équilibre qui est à maintenir dans la durée pour le futur système. C'est jouable? Elle a une marge de manœuvre, cette conférence de financement qui démarre le 31 janvier, je crois? Rapidement, sur l'âge pivot, ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'initialement, l'intention du gouvernement était d'appliquer sa réforme à point pour la génération dès 1963. Édouard Philippe y a renoncé, peut-être parce que dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà mobilisés, et il a commencé en 1975. Mais dans le même discours, il annonce que pour celles et ceux qui partiront en 2027, il faudra atteindre un âge d'équilibre de 64 ans. Faites un petit calcul de coin de table, 2027 moins 64, c'est 1963. Ça veut dire que... Vous n'avez toujours pas expliqué quand même quelles étaient les conséquences de la loi Touraine. Donc ça veut dire comme s'il n'y avait rien eu. Pas du tout, pas du tout. Mais ça veut dire en l'occurrence qu'à la génération avant 75, on lui dit le système par points ne vous concerne pas, mais l'essentiel des conséquences va vous concerner. Maintenant, moi, Monsieur le Ministre, on en vient, puisque Véronique Marchand a abordé l'étude d'impact, à une question qui, moi, me taraude ce matin. Après avoir pris les Français pour des idiots, de mon point de vue, en leur disant que vous prépariez un système universel juste et simple,
Reconnaissez-vous que maintenant, vous prenez pour des idiots les parlementaires que nous sommes? Est-ce que vous reconnaissez ce matin, Monsieur le Ministre, que votre étude d'impact est truffée d'erreurs et truquée en quelque sorte? D'abord, je pose la question, et après, je vous expliquerai pourquoi. Mais, je pense qu'il est intéressant, au-delà, parce que Adrien Quatennens aime bien fleurir un peu son propos. Répondez à ma question, Monsieur le Ministre. De manière à essayer de marquer les esprits. Ce qui est en jeu ce matin, ça lui évite de répondre. Essayez de répondre à. Je réponds à tout ce que vous pourquoi. Ce qui est en jeu ce matin, Monsieur le Ministre, c'est la sincérité du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Ça lui évite de s'intéresser à la réalité de la durée d'activité qui est prévue dans la loi. Ça lui évite de reprendre les éléments qui sont factuellement inexacts sur lesquels il base son raisonnement. Pardon si cela vous met en difficulté. La réalité. Laissez-le répondre. Vous lui avez posé une question. La réalité, Adrien vos chiffres sont truqués? Est-ce que vous souhaitez que je vous réponde ou pas? Oui. Allez-y, répondez, on perd du Laissez-moi vous temps. répondre. Laissez-le répondre. Est-ce que je peux répondre? Puisque si vous reposez... Allez-y. Donc, l'étude d'impact, elle est complètement documentée. Elle fait près de 1000 pages. Oui. Et j'imagine que vous les avez déjà étudiées. Et qu'elle est aussi bien, si ce n'est mieux, documentée que toutes les autres études d'impact qui ont été communiquées au Parlement pour les réformes précédentes. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'étude d'impact. Eh bien, c'est un exemple de une somme de 20 exemples qui permettent de simuler ce que donnera la réforme des retraites. Ça peut être ça, mais c'est aussi une analyse globale. Mais allez-y, soyez concret. Ça peut être ça, c'est aussi une analyse globale de l'opportunité et des conséquences de la loi. Pourquoi dites-vous cet élément est important? Pourquoi c'est important? Parce que il y a dans cette étude d'impact des éléments qui sont sur ce qui va se passer dans le régime futur. Et évidemment, comme il y a de la place pour la démocratie sociale pour cette conférence de financement, il n'y a pas la réponse à ce que la conférence de financement va dire. Qu'est-ce que vous reprochez? Un exemple, un seul, parce qu'il reste que 7 minutes. Un seul qui est central. Une étude d'impact, logiquement, ça doit éclairer le Parlement. Eh bien là, je mets en cause le ministre et le gouvernement d'enfumer une nouvelle fois le Parlement. Je m'explique. Et je vais être très précis, Monsieur le ministre, vous allez le voir. Dans l'article 10 du projet de loi, il y a effectivement cette notion d'âge d'équilibre qui se décale en fonction des génération après génération. D'accord ? Sauf que dans l'étude d'impact, vous ne tenez plus compte du tout de ce décalage de l'âge d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez gelé tous vos cas types qui ne sont en fait pas des cas types mais des cas pipes avec l'âge de 65 ans. Ce qui, en quelque sorte, Véronique Marchand, est un mensonge éhonté parce que ça majore tous les résultats. Par exemple, le gouvernement a présenté... Je termine. L'étude d'impact, mais pas la loi. Le gouvernement... Si, j'ai lu les deux, justement. Il y a des contradictions entre votre loi et l'étude d'impact. Du coup, par exemple, dans vos cas types, vous en présentez 28, et sur les 28, avec cette manipulation qui consiste à faire autre chose que ce que votre propre projet de loi préconise, à savoir un report de l'âge d'équilibre, vous faites une petite astuce, vous gelez l'âge d'équilibre pour qu'il n'y ait pas d'impact. Et donc, sur les 28 cas que vous présentez... Si tout le monde vous suit, là. Non, mais moi, on décryptera s'il le faut. Oui, il reste que 5 minutes, donc là, il faut le laisser répondre. Vous prenez les parlementaires, et c'est grave. Donc, vous n'avez pas bien compris. Sur 28 cas types... Monsieur le ministre, termine. Sur 28 cas types, vous en présentez 21 comme étant des gagnants. Si on y applique véritablement les âges d'équilibre de votre propre projet de loi, il n'y a plus que 10 gagnants sur les 28. Donc, de la même manière que dans le rapport de Levoy, qui lui minorait le système actuel pour faire croire que le système de demain... C'est un peu les tests complotistes un peu habituels. Ah non, mais là, alors là, tout le monde ira vérifier. Pour traduire votre question de fond, il y a un complot qui a réussi à déjouer... Pour traduire la question de fond, est-ce que l'âge pivot de 65 ans va bouger? En fait, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis qu'Adrien Quatennens a certainement lu l'étude d'impact, mais pas bien la loi, et c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce sont les partenaires sociaux qui vont faire des propositions sur l'âge d'équilibre, et ils feront des propositions. La gouvernance, c'est ça que n'a pas encore, je crois, bien compris Adrien Quatennens, c'est qu'il y a une dynamique des partenaires sociaux. Et donc après, qu'est-ce qu'il se passe après? Comme il faut bien, et c'est tant mieux, c'était la demande des députés, il faut bien les renseigner sur des cas types. Comment ces cas types sont construits? Exactement comme je l'expliquais il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'âge moyen de rentrer dans la vie active est à 22 ans, la durée de l'activité est à 43 ans en 2035, 22 plus 43 Est-ce que l'âge pivot de 65 ans est définitif ou peut-il bouger? Il se décale, c'est dans la loi. Voilà. On verra ce que proposeront les partenaires sociaux. Donc vos simulations ne seront pas justes. Bien sûr qu'elles sont justes, puisqu'elles sont sur des éléments figés qui sont ceux de la loi. Et l'imposition de l'âge d'équilibre, c'est que comme c'est l'équilibre, évidemment, si l'espérance de vie progresse, l'âge d'équilibre pourra progresser. Mais nous verrons ce que proposera la gouvernance. Un mot sur le niveau des pensions. Qui va décider de la valeur du point? Est-ce que ça va concerner une période, tous les ans ou plus? Comment garantir qu'il n'y aura pas de perte de pension?
C'est dans la loi, la valeur du point sera dynamique, elle sera assise sur l'évolution des salaires, les salaires moyens, et donc ça sera bien plus dynamique que l'inflation. La gouvernance fera des propositions sur la valeur du point. Jean-Paul Delevoye, dans son rapport du 18 juillet, avait proposé 10 € de cotisation pour acheter un point. C'est la gouvernance qui fera les propositions et le Parlement votera ça. Et les pensions déjà liquidées ne seront jamais touchées? Elles ne pourront pas baisser? Ou il y a une hypothèse? Les pensions déjà liquidées, vous le savez, il y a des dispositions légales qui font qu'elles sont assises sur l'inflation. Ça sera les mêmes dispositions pour demain. Les dispositions légales, la loi, ça se change. Vous la changerez, la loi, là-dessus? Écoutez, on ne va pas la changer. On a déjà eu un échange très clair là-dessus sur l'effort qui a été demandé aux retraités. Ils ont accepté de faire un effort sur les 2 premières années de notre mandature. Écoutez, je pense que, en tous les cas, la construction que nous faisons et la confiance que nous créons, c'est celle de la redistribution vers ceux qui en ont besoin. C'est les plus modestes. Un exemple sur les femmes, Adrien Quatennens, on entend beaucoup d'adversaires, entre guillemets, de votre projet dire que finalement, les femmes ne seront pas mieux traitées, contrairement à ce que vous laissez entendre. L'exemple, vous proposez de l'argent et non plus du temps en gain. Jusque-là, 8 trimestres par enfant. Là, c'est du 5%. Ça, c'est une disposition que vous acceptez ou qui vous pose problème? D'abord, juste, s'agissant du débat un peu houleux qu'on vient d'avoir, dire que le Conseil d'État confirme mes dires sur le caractère potentiellement insincère de l'étude d'impact. Mettons ça de côté. Vous avez déjà lu les 63 pages. Mettons ça de côté. Ne revenez pas en arrière, s'il vous plaît. Sur les femmes. S'agissant des femmes, c'est vrai que ce gouvernement, quand il s'agit de faire des cadeaux aux riches, est toujours très conséquent, mais là, en l'occurrence, il ne sait les faire qu'à moitié. Jusqu'à présent, il fallait attendre d'avoir 3 enfants pour avoir une majoration de pension de 10%. Le gouvernement me dit, nous faisons aux femmes un cadeau formidable, maintenant ce sera dès le premier enfant. Oui, mais ce sera que 5%. 5% qui pourront être affectés à discrétion du couple, à l'homme ou à la femme. Et comme vous savez, Véronique Marchand, qu'en général, dans un couple hétérosexuel, l'homme gagne davantage que la femme, il y a fort à penser que les couples, pour bénéficier d'une meilleure majoration... Donc, juste dire une chose, et d'ailleurs, dans l'étude d'impact, on voit bien qu'une femme née en 1990 qui part à 62 ans sera effectivement grande perdante de cette réforme des retraites. Vous avez troqué le temps contre l'argent. Et ça, les femmes n'ont plus le choix. Non, mais moi, j'ai 2 filles. La réalité, Véronique Marchand, et tant mieux, c'est que le taux d'activité des femmes progresse, que les attentes des femmes, c'est de voir évoluer leur salaire, et à la rigueur, ça fait l'objet d'un débat sur lequel on pourrait être d'accord tout à l'heure. Et donc, vous ne leur avez pas laissé le choix? Leur montant de pension. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on contribue à paupériser les femmes en leur mettant de la durée et pas des montants de pension qui compensent le préjudice de carrière. Parce que celles qui ont le préjudice de carrière, ce sont les femmes. Et elles attendent que cela soit compensé par de la rémunération. Donc les femmes auront désormais de l'argent, mais pas du temps pour compenser les maternités et le temps partiel. On conclut. Les ordonnances, la procédure accélérée. Le patron du PS, Olivier Faure, parle de déni de démocratie. Oui, il faut un tout petit peu, j'entends qu'il y a des postures politiques. Olivier Faure doit sans doute méconnaître la réalité de toutes les autres réformes qui ont porté sur les retraites, puisqu'elles ont toutes été faites en procédure accélérée, y compris celles qui ont été portées par le PS, mais c'est sans doute un oubli de sa part. 10 secondes d'Adrien Quatennens, une procédure accélérée au Parlement. Vous n'êtes pas content? Personne n'est content dans l'opposition, qui n'est pas unie d'ailleurs. Et vous avez 10 secondes pour répondre. Il y a non seulement la procédure, mais aussi les éléments qui nous sont donnés. Moi, je crois une chose, c'est qu'après 50 jours de grève, les Français ne veulent pas de ce projet de réforme. Et vous savez, il y a quelques jours, on a vu Emmanuel Macron s'inspirer dans les rues de Jérusalem de Jacques Chirac. Je crois qu'il ferait bien de le faire jusqu'au bout. Jacques Chirac, lui, sur le CPE, alors que la loi était à l'Assemblée, il l'avait retiré. Je pense que l'avenir du système par points en France, effectivement, c'est son retrait et qu'on peut faire tout autre chose. De sérieux et de financé. Nous aurons l'occasion de reparler d'ici l'été, date a priori de publication de la future loi sur les retraites. Merci, messieurs, pour ces échanges. Merci à très bientôt.